Dans l'actualité ce soir, pour la réconciliation nationale au Burkina Faso, la communauté Santé Didio propose sa contribution. Son chargé de relations internationales était le président du Faso ce matin. L'organisation a une expérience en la matière et elle espère faire profiter le Burkina Faso comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, Éric Bougouma sur le chantier de la route en construction Ouagadougou-Kongoussi. Le ministre des Infrastructures est satisfait de l'état d'avancement et de la qualité des travaux en dépit des nombreuses difficultés que connaît le chantier. Images et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, en Birmanie, la junte intensifie la répression. Dimanche, plus de 40 personnes ont été tuées par la junte dans des manifestations et des affrontements toujours plus meurtriers opposant les manifestants à l'armée. Et pendant ce temps, l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, accusée de multiples infractions par la junte, devrait comparaître ce lundi devant la justice. Ce sont là les titres du 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, donc, direction Kosiam, où le chef de l'État burkinabé échange avec des responsables de la communauté Santé Didio, le chargé de relations internationales de la communauté, Mario Giro, qui dirigeait la délégation. Ils ont échangé sur l'accompagnement de Santé Didio au Burkina Faso dans son processus de réconciliation nationale. En plus de la communauté Santé Didio, Rochmark Christian Kaboré a reçu également le directeur général de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux. Le point de toutes ces audiences avec Urbain Benito Somé et Nyarkiteda. Le médiateur pour la paix avec la communauté de Santé Didio vient féliciter le président du Faso, un ami de la dite communauté, pour sa réélection. Au menu également de ce tête-à-tête, la vie de Santé Didio, dont le chargé des relations internationales compte mettre le savoir-faire de la communauté en matière de dialogue au service de l'État burkinabé. Je tenais particulièrement à mettre à disposition la communauté de Santé Didio pour tout ce qui concerne la réconciliation et le dialogue national, parce que vous savez bien que Santé Didio a une expérience en cela. Dans ces moments difficiles de pandémie, on a parlé aussi comment faire face à la pandémie et à la situation aussi au nord du pays pour continuer et renforcer la situation meilleure qui prévaut maintenant avec des programmes d'éradicalisation et de développement. Après la communauté Santé Didio, Rochmark Christian Kaboré a reçu une délégation de DSIE, l'Institut international d'ingénierie, de l'eau et de l'environnement. Nouvellement promu à ce poste, le directeur général est allé se présenter au président du Faso avec en sus les défis du moment de l'Institut. C'est de pouvoir rétablir notre équilibre financier, nous avons échangé là-dessus, mais aussi en fait de remobiliser les États donc derrière cet établissement qui est un excellent outil d'intégration pour qu'ils puissent continuer à exercer sereinement son cœur de métier, c'est-à-dire tout simplement former des cadres africains en Afrique, mais aussi aux standards internationaux. L'ambition de DSIE, former des jeunes cadres africains pour la gestion des ressources du continent. Un objectif qui demande un engagement des différents États. Et puis un soutien de taille au programme national de construction de logements au Burkina Faso. Celter Afrique envisage un partenariat avec le gouvernement burkinabé pour le financement de logements décents et à moindre coût pour les populations. Ce matin, le directeur général de Celter Afrique, Andrew Chipandang, a échangé avec le ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville, Maître Benewende Sankara, sur le sujet. Au sortir de cette audience, une annonce, Celter Afrique va construire près de 3000 logements décents dans le pays. Issa Kanana. La construction de logements sociaux au Burkina Faso, une politique qui intéresse la Société pour l'habitat et le logement en Afrique, Celter Afrique. En entrevue avec le ministre en charge de l'habitat, le directeur général de l'institution affiche sa volonté d'accompagner le gouvernement burkinabé dans la réalisation de son programme 40 000 logements sociaux.
biggest problem of housing in Africa is that of affordability. So that is number one. Nous savons tous qu'il y a des grands enjeux derrière ces grands programmes de logements sociaux. Un État seul peut difficilement réaliser ce type de programme. Donc Shelter Afrique, en tant qu'institution spécialisée dans le financement du logement social, intervient aux côtés des États pour réaliser ce type de programme de logements sociaux. Donc il y a des propositions qui ont été faites au gouvernement dans ce sens pour une première phase de 3000 logements. Et à la suite de cela, nous verrons dans quelle mesure est-ce que ce nombre peut être social housing at a low cost, so more people in Africa can get access to housing, particularly here. Le gouvernement est ainsi résolument engagé dans l'accès au logement décent des populations. Un engagement qui ne peut se concrétiser qu'avec l'accompagnement du secteur privé, selon le ministre en charge de l'habitat. Notre dynamique aujourd'hui, c'est aller partout où on peut capter ces financements-là pour pouvoir faire en sorte que l'accès à un logement décent ne soit pas un simple rêve, mais une réalité. Shelter Afrique est une institution financière panafricaine créée pour soutenir le secteur africain de l'immobilier et du logement. Et dans son agenda, le directeur général prévoit rencontrer d'autres acteurs, notamment le ministère en charge de l'économie et des finances et les promoteurs immobiliers, l'objectif étant de mieux sceller des partenariats. Dans l'actualité ce soir, les travaux de réhabilitation de la route Ouagadougou-Kongoussi avancent de l'avis du ministre Éric Bougouma qui était sur le chantier ce 15 mars. En faisant un tour sur le chantier, le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement s'est réjoui donc de l'état d'avancement des travaux, mais aussi de la qualité. Le témoignage de tout cela avec Adama Guiti et Vincent Tiendrebego. Le ministre des infrastructures et du désenclavement sur l'axe Ouagadougou-Kongoussi. Cette route est mise en chantier depuis mars 2020. Éric Bougouma est là pour un constat de l'évolution des travaux. Sur le chantier, les ouvriers et les techniciens s'activent. Ici, un revêtement en béton bitumineux est en cours. L'entreprise commise à l'exécution des travaux a mobilisé des moyens humains et matériels conséquents. Après un tour de chantier, le ministre Éric Bougouma se satisfait de la qualité et du taux de réalisation, quoique le délai des travaux paraisse difficile à être totalement respecté. Au terme de cette visite, je dois vous dire que c'est une grande satisfaction que j'éprouve parce que les débuts ont été très difficiles. Vous savez que dès le lancement le 3 mars, il y a eu la pandémie du Covid qui s'est installée, qui a rendu quelque peu pénible le démarrage des travaux. Aujourd'hui, malgré les difficultés de départ, nous avons parcouru 77 km, comme vous avez pu le constater, et les travaux de revêtement sont en cours sur près de 60 km. Les travaux de recyclage ont atteint d'ailleurs la section urbaine de la route, donc nous sommes tout près de Ouagadougou. Et le taux global d'exécution est estimé à plus de 52%. Donc nous sommes satisfaits. Deuxièmement, la qualité du revêtement, comme nous l'avions annoncé lors du lancement, c'est bien du BB, du béton bitumineux, qui est donc mis en œuvre. Les normes sont respectées. Le gabarit de la route également répond aux normes qui ont été fixées dès le départ. À Ouagadougou, des réajustements sont en cours pour faire 2 fois 2 voies qui débouchent à l'échangeur du Nord pour offrir plus de fluidité au trafic urbain. La route nationale numéro 22 en chantier est longue de 108 km. Les travaux vont coûter presque 11 milliards de francs CFA. Pour la mise en place des comités locaux de l'eau, un atelier de concertation entre acteurs vient de se tenir ce 15 mars à Koudougou. Une rencontre qui a permis également de développer une bonne stratégie pour une meilleure gestion intégrée des ressources en eau. La mise en place de ces comités concerne les bassins de la Volta, mais aussi du Mano. Le point de la rencontre avec Gérard Somé et Sekou Zongo. La valorisation et la conservation des ressources naturelles à travers la mise en place des comités locaux de l'eau, clé, une préoccupation débattue à cet atelier. Il s'agit pour ses participants de mener la réflexion et de développer des stratégies
pour une meilleure gestion intégrée des ressources en eau. La gestion intégrée des ressources en eau signifie que chaque usager a accès à l'eau pour ses besoins sans nuire à l'accès de l'autre usager pour ses besoins qui sont souvent des besoins conflictuels. Donc vous avez des miniers, vous avez des agriculteurs, vous avez des pêcheurs, vous avez des éleveurs, vous avez tout ce que vous voulez, ils ont tous besoin de l'eau. Comment faire en sorte que chacun utilise l'eau sans empêcher son voisin d'utiliser si on ne met pas en place une structure qui permet de prendre des décisions. Il faut donc trouver un moyen pour exploiter les ressources naturelles de façon judicieuse sans créer des conflits entre populations et inter-États. Il faut, une fois les clés mises en place, mettre un plan d'action, des séances d'éducation environnementale et un certain nombre d'activités pour qu'ils prennent conscience de comment utiliser de façon durable ces ressources qui sont à leur disposition. Pour ne pas tout laisser péricliter, parce que nos enfants demain ne sauront même pas ce qu'on appelle carpe, si on continue de cette manière. Donc nous comptons sur les clés. Les clés, les comités locaux de l'eau sont donc une solution de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, selon le directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. Le Burkina Faso compte 5 agences de l'eau et plusieurs clés fonctionnelles doivent être mises en place pour répondre aux besoins urgents de protéger les ressources naturelles. Autre actualité dans ce journal, la conférence des institutions d'enseignement, de recherche économique et de gestion en Afrique a procédé à l'ouverture ce 15 mars à Ouagadougou du 24e campus commun des cours à option du programme de 3e cycle interuniversitaire en économie, en abrégé PTCI. Le programme forme des économistes de haut niveau pour répondre aux défis de recherche, mais aussi de l'enseignement supérieur dans les pays africains. Jean-Eudes Bayala ou Moussissé. Ils sont 56 étudiants en économie sélectionnés sur la base de leurs performances académiques et ils forment le 24e campus des cours à option du programme de 3e cycle interuniversitaire PTCI. De 18 nationalités différentes, ces étudiants admis au programme ont été recrutés à l'issue des cours d'approfondissement et ils vont maintenant prendre part aux cours de spécialisation. De façon toute particulière, nous réunissons annuellement pour le compte du master des étudiants qui ont franchi le cap de la formation de base dans les universités d'origine dans un pays. Et là, nous faisons venir des enseignants des spécialités diverses et des pays divers pour leur spécialisation dans des niveaux très élevés de l'économie. Avec plus de 25 ans d'existence, le programme est devenu au fil des années un exemple réussi de formation des étudiants en Afrique. L'arrivée du PTCI a permis effectivement de mettre en place des économistes de niveau 3e cycle au moins. Il y en a qui vont jusqu'au doctorat et qui ont intégré nos structures publiques et qui ont fait que depuis au moins le CSLP, la SCAD et le PNDS, on a régulièrement utilisé ces compétences nationales et on a été capable de proposer des politiques publiques pertinentes et qui sont en phase avec les enjeux du développement national. Mais ces experts intègrent aussi le monde privé. Et ce sont environ 2000 diplômés en DEA Master et 500 docteurs formés dans le cadre de la CIRA PTCI. Et pour avoir plus de femmes africaines économistes, la CIRA PTCI lance le programme 200 nouvelles femmes docteurs en sciences économiques et de gestion pour l'Afrique francophone à l'horizon 2030. Depuis sa mise en place, le programme bénéficie de l'appui du Canada. Et dans le domaine de la formation professionnelle, plus d'une centaine de femmes et de jeunes de Houndé dans la province du Tuy, formées par le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi à travers l'appui financier du FAPA, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Ils ont reçu des connaissances en production maraîchère, mais aussi en production agricole, précisément le riz, le mil et le sorgho. Ces formations visent à renforcer l'employabilité des jeunes et des femmes, nous dit ici Kadouro Menki. Remise d'attestation pour couronner les formations reçues, soit en technique de production maraîchère,
soit en technique de production agricole, particulièrement le riz, le sorgho et le mil. Plus de 150 personnes, jeunes et femmes de la province du Tuy, ont vu leur employabilité renforcée grâce aux différentes formations reçues. Il y a des techniques qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le compostage, moi je suis dans le domaine, je n'ai jamais fait ça. Mais avec la formation, j'ai eu à faire ça. On allait sur le terrain aussi, vraiment, ils nous ont montré comment faire ça. Et actuellement, sur les champs même, j'ai déjà commencé à faire ça. Ça déjà, ça a été un acquis. On cesse toujours à avoir d'autres formations plus que ça pour que l'on puisse travailler quoi. On a besoin de travailler, mais on n'a pas les moyens pour travailler. Si on a eu d'aide comme ça, ça va nous aider beaucoup. Une doléance des femmes de Koumbia qui semblent avoir trouvé une oreille attentive en la personne du ministre Salif Tchemtouré. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes veulent se former, veulent améliorer donc leur employabilité. Il est donc de bon ton que nous puissions ne jamais donc baisser les bras, fournir plus d'efforts dans ce sens-là. Nous leur avons promis donc effectivement de revenir vers elles pour leur donner donc des formations donc en saponification, en maraîchiculture, en tissage et aussi en gestion donc de leur association. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut que nous utilisions donc les potentialités de notre terroir, nous former dans ça et effectivement créer donc de l'emploi. Ces formations ont été rendues possibles grâce à l'intervention d'un fils de la localité, le député Nimaye Napié. Des formations encouragées et soutenues par le ministère en charge de la jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, à travers l'appui financier du FAFPA. Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage pour un coût estimé à 22 300 000 francs CFA. Et puis la Maison des associations de lutte contre le sida a organisé ce 9 mars à Bobo-Dioulasso un forum régional sur les drogues au Burkina Faso. L'objectif de la rencontre, selon les organisateurs, étant de prendre conscience du plus grand nombre, mais aussi des autorités, des limites de la loi anti-drogue au Burkina qui met plus d'accent sur la répression que sur la réinsertion sociale des consommateurs de drogue. Ismaël Saturné paraît sur place à Bobo pour les détails. C'est un forum régional qui met au centre des échanges la politique en matière de drogue au Burkina Faso. Selon les animateurs, l'accent est plus mis sur la répression que sur les droits humains des usagers de drogue. Même si l'injonction thérapeutique est légalement prévue, sa pratique est toute autre du fait de l'absence de décret d'application, d'où la nécessité d'agir. Les prisons sont bondées, mais c'est que des jeunes usagers de drogue. Alors nous, on souhaiterait que ces usagers de drogue soient pris en charge de façon équitable. On ne peut pas traiter un usager, un simple consommateur, au même titre qu'un dealer. Mais on s'occupe des plus vulnérables, des victimes, pour voir dans quelle mesure on peut travailler à une prise en charge médicale adéquate, à une réinsertion sociale qui peut les ramener leur dignité, qui peut permettre de les voir autrement. Pendant 10 jours, plusieurs communications seront animées, des communications qui permettront entre autres de faire le point sur la situation en matière de drogue au Burkina Faso. Les personnes qui consomment de la drogue ne doivent pas être considérées en fait comme de ce seul fait-là des délinquants et sanctionnés, mais plutôt des personnes qui doivent être traitées. L'usager de drogue est un vulgaire délinquant, alors que c'est une personne qui est malade, donc il doit bénéficier de soins et qui doit également aussi être protégé par la société à travers donc les textes de loi. Pour les organisateurs de ce forum, il faut une révision de la loi antidrogue afin de la conformer aux réalités actuelles de ces échanges. Des recommandations seront faites aux autorités du pays afin que ce plaidoyer ait un écho favorable. Et on reparle du PNDS. Le cadre de concertation régionale du programme dans la boucle de Moun s'est réuni ce vendredi à Dédougou. Il s'est agi d'évaluer le projet de rapport régional de performance du PNDS, mais aussi formuler des recommandations pour améliorer le dispositif des actions des collectivités territoriales dans le nouveau référentiel de développement. Draman So sur place à Dédougou. Plus de 7 milliards de francs CFA investis au cours du premier semestre de l'année 2020 à travers les actions des collectivités territoriales. C'est ce qui ressort de la revue régionale 2020 du PNDS.
Réunis ici à Dédougou, ces participants évaluent les performances. Au regard des résultats, on se rend compte que beaucoup de choses ont été faites parce que nous sommes à un taux de plus de 80%. Si on prend même la période seulement de 2020 et même si on prend la période de 2016 à 2020, nous sommes aussi à plus de 80% avec plus de 22 milliards, sinon 23 milliards qui ont été injectés dans la région de la boucle du monde. Les participants, tout en appréciant ces performances, suggèrent la tenue régulière des cadres de concertation communale. Des rencontres qui pourront améliorer les investissements. Pour certaines communes, les cadres ne se tiennent pas, mais c'est surtout lié au fait qu'il y a le manque de moyens financiers. Peut-être c'est de lancer un appel aux différentes communes d'aller à la recherche de partenariats. Je pense que ça peut aussi aider, parce qu'on connaît le budget de l'État, ce n'est pas toujours évident, mais aller vers des partenaires qui peuvent accompagner dans la tenue des cadres de concertation. Avant l'entrée en vigueur du nouveau référentiel de développement, les collectivités territoriales de la boucle du Moun prévoient plus de 7 milliards de francs CFA d'investissement en 2021. Bonne nouvelle pour les producteurs de sésame bio du Grand Ouest du Burkina Faso. Le projet Innovation for Impact in Sésame vient d'être prolongé de 26 mois. Une extension intervenue grâce à l'accompagnement de la GIZ. Et ce sont 5000 producteurs de ce produit qui vont être concernés par ce projet. Karim Sissé. Le projet Innovating for Impact in Sésame, IFIS, après une année d'exécution sur le terrain, va connaître une extension. Une extension de 26 mois qui permettra d'accompagner 5000 petits producteurs et productrices de sésame bio à accroître les productions de 30%. Et les régions concernées sont la boucle du Moun, le sud-ouest, les cascades et les hauts bassins. Les activités ne vont pas changer en tant que telles. Nous allons juste étendre à des nouvelles organisations, n'est-ce pas, qui vont intégrer donc le système. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir donc amener ces organisations à produire en qualité et en quantité du sésame biologique afin que nous puissions donc satisfaire les exigences de notre partenaire privé qui est Olvea. L'effectivité de cette phase d'extension du projet IFIS est due à l'appui de la GIZ, un partenaire qui accorde de l'importance à la production du sésame bio. IFIS, à travers donc sa production équitable et sa stratégie de production bio, nous permet d'avoir du sésame en quantité, mais aussi du sésame en qualité. Je pense que cela, c'est toujours pour le bonheur des producteurs et ça permettra un tant soit peu de contribuer au développement donc, du secteur agricole au Burkina Faso et de s'assurer surtout de l'attractivité du milieu rural. Au Burkina Faso, le sésame est le deuxième produit d'exportation agricole après le coton. Les recettes générées par l'exportation de ce produit de 2010 à 2016 sont évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA. Un chiffre que le projet IFIS entend augmenter. Et puis le 8 mars, célébré en différé à Kalgondin, un quartier populaire de Ouagadougou, par les femmes de l'association Voisines Solidaires. Une occasion de revenir sur les droits des femmes, mais surtout rappeler cette nécessité de la solidarité entre sœurs. Ahadi Sandamba. C'est la célébration du 8 mars en différé, ici au quartier Kalgondin de Ouagadougou. L'initiative est de l'association Voisines Solidaires. Et au-delà de cette commémoration, les femmes de cette association prônent l'entraide et la solidarité. La voisine, c'est la première parente. La voisine, c'est la première à être au courant de vos événements malheureux ou heureux. C'est la première personne que l'on sollicite dès qu'on a le moindre problème. Des voisines qui ont décidé de se mettre ensemble pour que leur vie quotidienne soit entraide et solidarité. C'est ça qui m'a séduit dans cette initiative. Allocution, prestations d'artistes, chants et danses ont ponctué la cérémonie commémorative. Composée de 80 femmes au total, l'association Voisines Solidaires existe depuis 5 ans. C'est une association qui travaille dans la transformation des produits locaux. Le début, on a au moins une somme de 500 francs par mois, qui a été une somme qui nous a poussé à la base, au début, de commencer les travaux. Et on est scindé en groupes, plusieurs groupes qui font les travaux.
les différentes sortes de travaux qui sont là, comme le sumbala, et la pâte d'arachide et puis la farine. Voilà, donc on est scindé en groupe pour faire les travaux. La cérémonie commémorative de cette journée de la femme en Différi s'est soldée par un match de football. Tout ceci dans un esprit de partage, de fraternité et de vivre ensemble. Et puis le ministre en charge des sports était ce week-end dans l'ouest du Burkina, après avoir conduit le premier conseil d'administration à Banfora. Dominique Nana a visité ce samedi et dimanche des infrastructures sportives à Bobo-Dioulasso. Une visite qui lui a permis de s'enquérir de l'état des terrains de Bobo-Dioulasso en vue d'apporter des améliorations pour le bonheur du football bobolais. Ali Traoré. 48 heures bien chargées pour le ministre des Sports et des Loisirs. Et pour cause, la visite des infrastructures sportives. Dominique Nana est ici sur les terrains en construction du RCB et de l'ASFP. Il a aussi visité les stades Wobi et Omnisport Sangwili Lamizana de Bobo-Dioulasso et pas seulement. Au stade Lamizana, où toutes les difficultés que ce stade connaît, à savoir du fait que c'est un stade qui est inachevé, à savoir que la pelouse est aujourd'hui défectueuse, que la piste est totalement en lambeaux. Il y a que nous avons un domaine de 50 hectares qui est en train d'être spolié par des spéculateurs immobiliers. Au niveau du terrain du RCB, l'étude a relevé des insuffisances qu'il va falloir rattraper parce que il faut décaper encore autour de 10 à 20 cm pour pouvoir atteindre le bon niveau avant de faire le ramelais. Au niveau du terrain de fonctionnaires, c'est la même chose. C'est vrai que là-bas, le sol ne pose pas de problème, mais il y a un état déjà qui est pratiquement consommé. Les mêmes difficultés sont constatées ici sur ce terrain situé à Sarfalao, qui a été visité également par le ministre. Dominique Nana a aussi fait un tour sur le terrain en construction de Kouinima. Nous avons deux interpellations. Il y a la Ligue régionale qui souhaite avoir un espace là-bas pour construire son siège régional. Et il y a un auditeur aussi qui nous avait interpellé sur le fait que le terrain est impraticable et qu'il est envahi par les eaux. Nous sommes allés constater que c'est effectif. Et voir ce plateau-là montre qu'il y a une solution. C'est-à-dire que les ressources ne nous permettent pas de tout faire en même temps, mais c'est la solution qu'on va pouvoir envisager pour tous les terrains de proximité. En sus de ces visites, le ministère en charge des sports a tenu son premier conseil d'administration pour l'année 2021 à Banfora. Et pour refermer ce journal à l'étranger en Birmanie, la junte intensifie la répression. Dimanche, plus de 40 personnes ont été tuées par la junte dans des manifestations et des affrontements toujours plus meurtriers opposant les manifestants à l'armée. Et pendant ce temps, l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, accusée de multiples infractions par la junte, devrait comparaître ce lundi devant la justice. Au moins 38 personnes ont été tuées dimanche en Birmanie dans des manifestations contre le coup d'État militaire, l'un des bilans journaliers les plus lourds depuis la prise du pouvoir par la junte le 1er février. 2 communes de l'agglomération de Rangoon paient le plus lourd tribut, avec au moins 22 morts rien que pour la municipalité de Langtar Yar. Dans la soirée, la loi martiale a été décrétée dans ce secteur. L'annonce a été faite par la télévision d'État. D'après un groupe local qui comptabilise les victimes, la répression de la junte a déjà fait plus de 120 morts. Partout dans le pays, des scènes de violence se sont déroulées tout au long de la journée. Des décès ont également été constatés à Mandalay et dans la ville de Pakant. Un policier a été tué à Bago, au nord-est de Rangoon. Malgré les dénonciations de la communauté internationale, la junte militaire poursuit ses actions. Ce lundi, l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi doit comparaître devant la justice pour au moins 4 chefs d'accusation, dont importation illégale de talkie-walkie, non-respect des restrictions liées au coronavirus et incitation aux troubles publics. La junte l'accuse aussi de corruption. Poursuivi donc pour plusieurs chefs d'accusation, l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi qui devrait comparaître ce lundi devant la justice, mais l'audience a été reportée et en parallèle les manifestations ont repris au lendemain d'une journée les plus meurtrières depuis le coup d'État avec au moins 44 manifestants tués. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.